Donc Emmanuelle, je vais la présenter, ça évitera qu'elle le fasse. Alors, Collection Data Manager, on se posait la question hier de la traduction en français, donc c'est pour ça qu'on a laissé en anglais, du Yale Center for British Art. On avait publié une interview d'Emmanuelle il y a 2 ans, où Emmanuelle lançait un vibrant appel aux institutions françaises pour se lancer dans une politique de partage assez radicale, en disant que sans partage, le musée pouvait ne pas survivre. Et 2 ans plus tard, j'avais promis à Emmanuelle de l'inviter à une de nos rencontres. Donc, Emmanuelle est avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler de l'open content au musée de Yale Museum of British Art, mais plus largement de l'open content et surtout des manières de faire de l'open content et du partage. Merci Pierre-Yves et merci pour votre invitation. Une petite clarification au niveau en effet de mon titre. Donc moi, je suis... mon rôle principal au musée, en fait, c'est la gestion des données pour les collections. Ce n'est pas du tout la gestion de la base de données. Hein, il y a vraiment une grosse différence dans le sens où je ne suis pas informaticienne. Je m'occupe uniquement des données, des métadonnées. Les bases de données, les systèmes peuvent casser, on peut avoir besoin d'en utiliser d'autres. Moi, mon rôle, c'est vraiment de gérer les données des collections pour le futur. Généralement, en réunion avec mes collègues, j'aime leur dire que la chose la plus importante après les objets physiques dans nos collections, ce sont en fait les données qui y sont rattachées. Si celles-ci s'en vont ou si elles ne sont pas documentées, l'interprétation des collections devient un petit peu problématique. Hein. Et comme ce matin, j'imagine que le Yale Center for British Art est un petit peu inconnu parmi vous, je vais passer quelques minutes à le présenter pour vous donner une espèce de contexte. Mais le gros de ma présentation, en fait, va se concentrer sur le concept de l'open content comme gros motivateur pour capacitation, hein, comme M. Bracard disait plus tôt ce matin, pour vraiment engager les utilisateurs du musée. Donc, le musée pour lequel je travaille, qui est à 2 heures à l'est de New York, pardon, est un musée plutôt de taille moyenne. On a à peu près 100 000 objets dans les collections, à peu près un peu plus de 2000 peintures, à peu près 250 sculptures. Le gros des collections, en fait, appartient aux arts graphiques, avec beaucoup de dessins et de gravures. Il y a également une grosse proportion de livres rares. Et en plus de ces collections, on a 2 départements séparés qui s'occupent d'une bibliothèque de référence, en fait, de recherche, et les archives institutionnelles du musée. Le fondateur de mon musée est Paul Melon, que vous voyez à droite ici. Et à gauche, c'est une nouvelle installation de la collection permanente au 4e étage. Le musée vient de réouvrir au mois de mai, après 18 mois de fermeture pour rénovation des galeries. Et cette installation, en fait, que vous voyez là, est l'installation d'origine qui aurait dû être, en fait, quand le musée a ouvert en 1977, mais qui n'est vraiment pas resté très très longtemps. Vite fait, en fait, cette vue magnifique qui imite vraiment l'intérieur de ces maisons bourgeoises britanniques du XVIIIe siècle, au musée a été vite interrompue par des murs amovibles qui vraiment gâchaient la perspective comme ça. Paul Melon était le fils d'Andrew Melon, qui était un ministre des Finances pour le gouvernement américain pour 3 différents présidents.
Il a également été un gros philanthrope. C'est lui, par exemple, c'est sa collection d'une centaine de peintures qui a été le cœur de la collection de la National Gallery à DC, à Washington, D.C., hein, qui a ouvert en 1937. Et Paul Melon, donc son fils, a lui aussi été un grand philanthrope. De façon intéressante, il a commencé à collectionner assez tard dans sa vie, en fait. Ici, je vous montre à droite sa première peinture britannique qu'il a achetée en 1936, quand il n'avait que 29 ans. Ensuite, il y a eu un grand trou, on peut dire, entre cette première peinture et les années 50, où il a vraiment commencé à collectionner en masse, on peut dire. J'ai trouvé intéressant la juxtaposition de ces deux photos. À gauche, donc, c'est Paul Melon qui félicite son jockey et son cheval, Millreef, qui a gagné un prix hippique, le prix de l'Arc de Triomphe en 1971. Il était, on peut dire, a good gentleman, right? Il était philanthrope et éleveur de chevaux également. Donc, le musée de Yale Center for British Art a ouvert ses portes en 1977. C'est un musée qui se trouve dans l'enceinte du campus de l'université de Yale. Et dès son ouverture, le musée a été gratuit. Et Paul Melon a été très clair à ce niveau-là. Il voulait vraiment créer un endroit de réflexion, mais aussi un endroit où les gens vraiment se sentiraient à l'aise. Ils viendraient prendre du plaisir à regarder ces peintures de culture britannique qu'il a tellement aimé. Sa maman était anglaise, il a passé la plupart de ses étés quand il était enfant en Angleterre. Il est né à Pittsburgh, bien sûr, donc il avait un petit peu une double nationalité, si on peut dire. En 1977, c'est une des acquisitions majeures de Paul Melon à cette époque-ci, donc c'est une peinture par Turner. Paul Melon, bien sûr, a continué à collectionner après que son musée est ouvert. Donc, The Yale Center est vraiment sa collection privée, hein. Mais une fois que le musée est ouvert, il a été doté de financement et les conservateurs ont pris en main le développement des collections. Et Paul Melon, par ailleurs, a continué à acheter par lui-même. Mais il y a eu beaucoup de dons, en fait, hein, aussitôt que... Pour cette peinture-ci, par exemple, en 1977, qu'il a acheté, il l'a donnée tout de suite au musée. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a eu des fois où c'était un peu plus compliqué que ça. Comme la plupart des musées ici représentés, je suis sûre, le mot recherche figure vraiment de façon très prominente dans la mission du musée. Et c'est très vrai pour le mien. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on essaie de faire ça différemment? Et le fil conducteur, en fait, de ma présentation, là, aujourd'hui, c'est vraiment de proposer le modèle du open content comme stratégie d'engagement avec les utilisateurs. Et un des piliers principaux, vraiment, de ça, c'est de mettre en marche une stratégie numérique. On utilise beaucoup les technologies émergentes au musée, comme le Linked Open Data, mais aussi des programmes de code source ouvert. L'élément principal derrière tout ça, en fait, c'est vraiment une grosse politique de libre accès. C'est vraiment ce qui motive le musée, et c'est vraiment un mandat, en fait, qui vient de notre directeur. Le musée n'est pas unique, en fait, à Yale, dans le sens où, en fait, cette politique du libre accès a été signée par tous les directeurs de musées dans le campus de Yale. Il y a plusieurs musées, il y a 2 musées d'art, il y a un musée d'art
il y a un musée d'histoire naturelle, il y a un musée de collection d'instruments musicaux, etc. Mais tous ont souscrit à cette politique de libre accès pour les collections dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un utilisateur qui veut réutiliser nos images à haute définition n'a pas besoin de venir frapper, téléphoner, nous envoyer un email pour nous demander s'il peut utiliser cette image. Il peut, elles sont mises à disposition sur le site internet, il n'y a pas de problème. C'est une autorisation que l'on donne également aux entreprises commerciales. Donc, si quelqu'un veut venir télécharger nos images, on parle uniquement des objets qui sont dans le domaine public, hein, je m'entends bien. Si une entreprise privée veut télécharger nos images pour imprimer des t-shirts, nous en serions très contents. Le discours au niveau de mon directeur, c'est qu'elle préfère avoir des images qui se rapprochent le plus de la vérité des œuvres d'art que d'avoir des mauvaises reproductions partout sur l'Internet, sur les t-shirts, sur les rideaux de douche, etc. Hein. Donc, c'est vraiment son discours. Hein. Et finalement, que ce soit pour des réutilisations privées ou commerciales, encore une fois, c'est gratuit. On ne demande pas de paiement en retour. Alors, comment est-ce que le The Yale Center for British Art met en place cette politique de partage des images, des objets qui sont dans le domaine public? On a commencé en 2011, on a commencé de façon assez simple, en fait, en permettant à nos utilisateurs de télécharger une variété de résolutions différentes pour ces images. Je vous mets en encart ici un petit bilan sur nos chiffres. Donc, à peu près 70 000 images en haute définition sont disponibles. Donc, c'est à peu près 2 par objet dans les collections. Tous les objets n'ont pas encore été numérisés. On a numérisé toutes nos peintures, toutes nos sculptures, tous nos dessins. Et nous travaillons fort sur les gravures. Il y en a encore 40 000 à faire. Donc, ça va. Le chiffre total de 200 000 images, en fait, vraiment comprend la globalité des images que l'on gère. Ça peut être des images d'exposition, ça peut être des images d'événementiel dans le musée, ça peut être des images de membres du personnel, et vraiment un petit peu de tout. La chose à remarquer ici, c'est que on vous donne également where it says download, object caption, on vous donne également un fichier électronique qui décrit le titre de l'œuvre, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé, quand vous téléchargez l'image, de retourner à la fiche de l'image pour créer ça vous-même. On vous donne un dossier, une fiche où tout ça est mis ensemble. Encore une fois, c'est vraiment essayer de supporter la réutilisation créative de nos audiences. Le zèbre que vous voyez ici de George Stubbs, c'est vraiment l'image emblème du musée. Les zèbres sont à la mode, qu'est-ce que je peux dire? Ils apparaissent partout, ils apparaissent sur des coussins, ils apparaissent à gauche, là, c'est une jolie gravure d'une artiste américaine. Encore une fois, on est très content que ces gens nous fassent de la pub, en fait. Hein. On est un petit musée et ce genre de médiatisation, en fait, nous permet vraiment de faire partie de la discussion globale comme ça. Et la raison pour laquelle nous en sommes contents, c'est que New Haven, donc la ville dans laquelle le musée se trouve, n'est pas exactement une destination touristique.
bien que les collections du musée, de mon musée et des autres soient vraiment, vraiment très, très impressionnantes. Et l'université de Yale n'est pas trop mal non plus. En général, ce n'est pas tellement une destination touristique. Donc, en fait, on se sert beaucoup du réseau, on se sert beaucoup de l'Internet pour engager nos visiteurs. Bon, on n'est pas les seuls, bien sûr. Plus près de chez vous, ici, il y a le Rich Museum, hein, qui vient juste de lancer, encore une fois, sa compétition pour encourager les visiteurs à réutiliser les images en définition, les images des objets qu'ils ont eux-mêmes dans leur collection et qui sont en domaine public. Et ils ont vraiment une façon intéressante d'investir dans ce schéma, en fait, c'est que non seulement c'était un projet très participatif, mais ils sont prêts à mettre un chèque au bout. Je vous encourage à y participer si vous en avez envie. Je trouve ça très intéressant. En fait, le directeur du Rijksmuseum dit à peu près la même chose que ma directrice, c'est-à-dire que lui, il pense aussi que si les utilisateurs veulent mettre ses œuvres, les œuvres de son musée sur du... Lui, il ne parle pas de rideau douche, il parle de papier toilette. Il préfère que ça soit fait avec des belles reproductions bien faites. Je n'ai pas de diapo pour ça, mais ce matin, je pensais aussi à un autre collègue européen qui est la National Gallery du Danemark, à Copenhague, qui a des collections d'à peu près 200 000, 270 000 objets. Hein. Donc un gros musée. Quand ils ont mis leur collection en ligne sur Wikipédia, le week-end que c'est arrivé, ils ont à peu près 20 millions de visiteurs comme trafic. En 2 jours, c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant. C'est encore une fois une bonne référence en termes d'engouement, en fait, que l'on retrouve avec nos utilisateurs. Hein. Ils demandent plus de contenu, plus de contenu gratuit. Alors, comment ça se passe pour ce qui n'est pas dans le domaine public au musée? On a une toute petite collection d'art contemporain. Et je vais m'arrêter là 2 minutes parce qu'en fait, on parle beaucoup des problèmes relatifs au copyright. Je voudrais dire en entrée, en fait, que pour nous, j'allais dire, c'est pas vraiment un problème, mais c'est pas vraiment vrai. On a une collection d'art contemporain dont il faut s'occuper aussi bien que les autres. Mais il me semble que dans le discours actuel, il y a un petit peu une espèce de... On passe beaucoup de temps à parler des problèmes de copyright, alors que si on passait, si on prenait le même effort pour vraiment se concentrer sur ce qu'on peut faire avec des objets qui sont dans le domaine public, ça peut être intéressant aussi. Ce qui se passe avec ces objets under copyright, donc, c'est qu'on a commencé une discussion avec les artistes vivants. Hein. On les contacte, on leur demande ce qu'ils veulent faire. Ils gardent le copyright de leurs œuvres, bien sûr, c'est à eux. Et on leur demande de gérer avec nous, en fait, l'utilisation des images. Alors, dans le cas de Nick Mead, ici, on a eu une conversation, on lui a demandé s'il voulait bien partager des images de ses œuvres en haute définition, et il a accepté. Voilà. Donc, après 2011, on a essayé de dresser un petit peu le bilan de cette activité en ligne, uniquement en pensant à cet outil, en fait, de téléchargement qu'on a mis en place. Hein. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'accès libre génère plus de retours positifs que ce qu'un contrôle, en fait, peut engendrer. Hein. On sait maintenant que
Les gens qui viennent faire de la recherche à notre musée viennent armés d'informations beaucoup plus précises. Au lieu de perdre un mois et de commencer à comprendre comment les collections fonctionnent, ce qu'elles retiennent au musée, ils arrivent, ils sont complètement préparés. Ils sont prêts tout de suite à se mettre au travail. Un autre exemple, en fait, c'est que on reçoit beaucoup de notices de publication, en fait. Avant, il fallait toujours un petit peu courir après les gens qui nous avaient demandé le droit d'utiliser nos images. On leur demandait de nous envoyer, bien sûr, comme tous les musées font, quelques copies de leurs livres, de leur thèse, etc. Bon, c'était assez difficile, le suivi était assez difficile. Maintenant, en fait, on en reçoit plus qu'on ne sait quoi en faire. Et on n'engage pas cette conversation. Ce sont les chercheurs, les utilisateurs qui nous les envoient. À ce niveau-là, je veux dire aussi que le service au musée qui s'occupait de gérer le droit d'accès aux images d'objets dans le domaine public était de 2 personnes. Par année, le bénéfice produit par ce service était à peu près équivalent au salaire d'une de ces 2 personnes. Vraiment, ce n'était pas une proposition très gagnante. Donc, ces 2 personnes travaillent toujours au musée, je vous rassure. Mais au lieu d'avoir un rôle un petit peu restrictif comme ça, elles travaillent plutôt sur le suivi de ce qui se passe une fois que ces images sont dans la nature. Ces images et ces données, c'est très important pour nous. Une autre chose bien claire, en fait, de ce bilan, c'est que les utilisateurs veulent plus de ressources numérisées. En 2011, quand on a lancé notre catalogue en ligne de collection, on avait seulement 5000 notices d'œuvres. Pas 100 000, mais 5 000. Donc vraiment une goutte d'eau. Et notamment, c'était 5 000, donc je pense que ça couvrait à peu près toutes les peintures, quelques sculptures et quelques dessins. C'est vraiment comme ça, au compte-gouttes. Et on s'est rendu compte très très vite, en fait, que c'était vraiment une très mauvaise stratégie, dans le sens où nos utilisateurs, les internautes, nous appelaient, nous envoyaient des emails, etc., en nous demandant « mais où avez-vous mis tous vos turners ?» Il y a eu une espèce d'anxiété comme ça dans la foule, parce que à l'époque, en 2011, on était un petit peu anxieux au niveau de mettre en ligne des données qui étaient très, très peaufinées, très claires, très clean, comme on dit. Et en fait, ce n'était pas une approche très aidante pour nos utilisateurs. Eux étaient vraiment concernés avec de savoir si on avait 26 ou 28 turners. Ils étaient plus concernés avec une vision globale des collections que des données très spécifiques, très pointilleuses. Un autre point que j'aimerais adresser ici, c'est qu'on s'est vite aussi rendu compte que les utilisateurs n'avaient pas de mur, en fait, dans leur tête, dans le sens où quelqu'un qui fait de la recherche sur John Constable va vouloir faire de la recherche sur d'autres peintres du XVIIIe siècle, okay? Et peut-être même des peintres qui ne sont pas dans nos collections. Donc tout de suite, on a eu des retours comme ça, nous demandant où d'autres pouvons-nous faire de la recherche, etc. Voilà. Les utilisateurs veulent absolument découvrir les ressources ouvertes numérisées facilement. Mettre de belles images numérisées aux définitions en ligne, c'est bien, c'est très bien, c'est un bon premier pas. Maintenant, ça laisse le gros travail de manipuler ces images sur les épaules des utilisateurs.
Bon, généralement, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, les chercheurs en histoire de l'art, ils ne sont pas très branchés informatique. Donc, il faut vraiment essayer de leur donner des outils de réutilisation de ces images. Hein. Et c'est exactement ce que propose l'initiative du IEEF, qui veut dire International Image Interoperability Framework. Donc ça, c'est... j'aurais dû mettre l'explication, je crois que je l'ai plus tard sur une de mes autres diapos. C'est une espèce d'images, de consortium, de dépôt d'images de par le monde, en fait. Hein, c'est vraiment un cadre ouvert pour les organisations pour publier leurs ressources numériques dans le but d'être visualisées, citées et annotées par n'importe quelle application de visualisation d'images compatible, telle que Mirador et Universal Viewer. Et peut-être on peut faire un show of hand, vous pouvez montrer vos mains. Qui a déjà entendu parler de IIIF? Super. Je suis bien contente. C'est vraiment, encore une fois, essayer de donner accès aux utilisateurs à un réseau de dépôts d'images numériques qui ont été vérifiés pour être disséminés comme ça sur le réseau, sur l'Internet. Mirador, c'est un visualisateur d'images. Hein. Il y en a plusieurs qui sont compatibles avec la technologie IIIF, mais c'est un qui est vraiment bien, qui a une capacité pour enregistrer les annotations d'utilisateurs. Et je vais aller assez rapidement sur la technique, ou la technologie plutôt, derrière le IIIF. En gros, pour les informaticiens ou les technologistes qui sont dans la salle, hein, le IIIF repose sur 4 API. Une pour les images, une pour la présentation, une pour l'authentification des utilisateurs et une pour la recherche. Une espèce de problème au niveau de, pas vraiment un problème, mais celui pour la recherche, en fait, c'est pas pour rechercher les images qui sont compatibles avec ce réseau IIIF, mais c'est plutôt la recherche d'annotations ajoutées sur ces images. Alors, comment ça se présente, IIIF? Ça se présente dans une interface de recherche, un peu comme ça. Hein, ici, vous voyez en fait des collections d'images qui ont été mises en ligne, donc qui sont compatibles avec IIIF, par plusieurs institutions. On voit bien sûr le Yale Center for British Art, on voit aussi the Bodleian Libraries, donc ça c'est la bibliothèque à Oxford. On voit aussi Stanford University. IIIF est également adopté par la BNF et Biblissima a vraiment mis en place des vraiment très beaux projets qui sont basés sur le IIIF, hein, où à l'aide de ce standard en fait, de partage d'images, ils ont un projet de reconstitution de manuscrits. Les manuscrits, comme vous savez tous, sont parfois mutilés, hein, découpés et revendus. Et Biblissima a un beau projet de reconstitution virtuelle de ces manuscrits à l'aide du IIIF. IIIF a commencé en 2015, juin 2015.
il y a pas mal de partenaires internationaux. C'est une initiative qui a commencé à l'université de Stanford aux États-Unis. C'est pourquoi il y a beaucoup de bibliothèques nationales qui y participent. Il y a maintenant de plus en plus de musées qui joignent ce groupe. Et là, je vais faire un petit peu de publicité pour la conférence annuelle qui vient au mois de juin, donc en Italie. Une autre force de cette initiative IIIF, c'est vraiment la façon dont elle est constituée. Elle repose vraiment sur une communauté qui s'autogère un petit peu comme ça, en groupe de travail, et qui influence le développement des spécifications des API. Il y a vraiment une communication entre les utilisateurs en fait, et les technologistes et les informaticiens. C'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. Je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment important que les gens qui gèrent les collections de musées, de bibliothèques et d'archives s'impliquent vraiment dans le développement de la technologie. La technologie, ce n'est pas quelque chose qui est juste sympa. On le sait tous, mais c'est souvent bien pratique de le répéter. Il appartient vraiment aux conservateurs, aux gens, encore une fois, responsables pour ces collections, d'avoir un impact sur la technologie. C'est à eux, c'est aux conservateurs, c'est aux gens qui connaissent les collections, qui connaissent les données, qui connaissent les institutions, d'influencer comment ces API, comment ces technologies, comment ces logiciels sont développés. Et pas l'inverse. Je crois qu'on a tous vécu des projets assez douloureux qui peuvent être très bien du point de vue informatique, mais au point de vue résultat pour des chercheurs, en histoire de l'art, était peut-être un peu moins bien. On en est vraiment à un point, je trouve, au niveau numérique, où finalement, les tables, où on commence à renverser les rôles. Ça va être maintenant les gens qui connaissent les collections, qui connaissent l'histoire de l'art, qui commencent à diriger un petit peu mieux, un peu plus, ces projets numériques. Il y a beaucoup de façons, en fait, de vraiment commencer à engager avec la communauté IIIF. Il y a pas mal de coups de fil, de réunions virtuelles comme ça. Et je vous ai mis la page GitHub également. C'est vraiment un standard de partage des images et aussi d'audiovisuel qui est en grosse croissance. Il y a de plus en plus de vendeurs, d'entreprises commerciales qui commencent à vraiment penser à intégrer IIIF dans leur système. Je pense notamment à Adlib, que vous connaissez certainement ici en Europe, mais aux États-Unis, on a Quantum aussi, ou en Angleterre, Digerati, qui fait partie en fait du Wellcome Library. IIIF donc va engager un coordinateur de technologie. Je vous encourage à regarder le lien ici. Et je parlais à l'instant d'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est la nouvelle frontière pour IIIF. Donc, si vous avez des collections qui sont dans ce domaine, je vous encourage vivement à prendre contact avec IIIF et contribuer votre expertise. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je peux la lancer d'ici ? Non, peut-être pas. J'ai pas de curseur. Ah, oui, je vois pas. Oui, si. Il n'y a pas de son. Mais c'est vraiment pour vous expliquer comment on a intégré IIIF sur notre site de collection en ligne. Donc là, on navigue sur une notice et en cliquant l'icône IIIF, voilà, on lance le visualisateur d'images
qui nous donne accès à toutes les images relatives à cette œuvre, devant, derrière. Si on avait des images de conservation, de restauration, c'est là où elles seraient également. Donc en haute définition, bien sûr, on a accès au zoom. Hein. Et l'intérêt d'un visualisateur comme ça, en fait, c'est qu'on peut ajouter autant d'images que l'on veut à l'interface. Donc là, on navigue à une autre notice. Je vais amener cette icône juste à côté, là. Et tout à coup, je peux comparer mes zèbres. C'est vraiment une interface qui est assez intuitive, en fait. Zoomer, bouger. Je vais comparer encore une autre image. Mais cette fois, je vais la comparer à une image qui vient d'une autre institution, donc de la bibliothèque Bodleian de l'université de Oxford. Oxford donc, utilise IIIF, et donc on peut faire ça sans problème. Ils ont mis en ligne la même technologie. Donc tout à coup, très facilement, comme ça, je peux comparer des images de deux institutions. Les métadonnées de ces œuvres peuvent être mises en ligne également. Et IIIF n'est pas regardant, en fait. Ces métadonnées peuvent être très légères, hein, très succinctes. Hein. La parole. Voilà, super, merci. On s'en sert notamment au musée pour un gros projet de restauration qui a commencé il y a à peu près un an et demi avec la National Portrait Gallery de Londres. Le but du jeu, en fait, ça je vous ai montré ça, est de déterminer quel est le studio de création de certaines de nos œuvres Tudor. Et c'est très difficile de le faire. Il y a très peu d'informations écrites que l'on trouve à propos de ces œuvres. Et en plus de ça, les inscriptions sur les peintures elles-mêmes ont souvent été faussées par leurs propriétaires successifs. Donc en fait, une des seules façons fiables de déterminer qui sont les peintres ou les studios de création de ces peintures, c'est de les comparer avec un corpus de peintures qui viennent d'ailleurs. Et ce genre d'interface est bien pratique pour y amener toutes les images que l'on veut, etc. Pour l'instant, c'est encore un projet privé. Hein. C'est quelque chose qui est basé sur l'Internet, donc, hein, mais c'est pas accessible à tout le monde. Mais vous voyez qu'on peut s'en servir donc pour des images de tout type. Là, je vous montre en fait les manifestes, comme on appelle ça, IIIF de mon musée uniquement. Mais IIIF, ça peut être aussi quelque chose qu'on utilise juste pour quelque chose de beaucoup plus léger. À gauche ici, un de mes collègues a créé un puzzle en ligne à base de ces images IIIF. Si vous allez à cette URL là, il a utilisé plusieurs de nos peintures. C'est à vous de les retrouver, comment elles sont en vrai.
J'ai parlé un petit peu des annotations plus tôt, hein, et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Hein. On sait tous que quand des chercheurs viennent spécifiquement dans nos institutions pour répondre à leurs questions de recherche, c'est souvent un petit peu difficile de gérer leur documentation. Hein. En tout cas, à mon musée, c'est ce qui se passe. On n'a pas vraiment un processus en place pour récupérer leur documentation de recherche. Mirador, donc ce visualisateur d'images, propose cette capacité d'annotation où en fait j'ai mes collègues là dans ces rectangles qui commencent à dire cette main ressemble à la main du portrait d'Elisabeth qui est à la National Portrait de Londres, et tout ça bien sûr c'est estampillé avec une date et un temps. Donc un des bénéfices d'outils comme ça, en fait, c'est qu'on commence à avoir un outil pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale, comment la recherche est faite. Okay, tout ça, c'est archivé, bien sûr. Et tout à coup, on voit vraiment la recherche qui est en pleine création devant nos yeux, en fait. Hein. Ce genre d'interface est ouverte, est accessible à eux, donc mon équipe de restauration et l'équipe de restauration de la National Portrait Gallery de Londres. C'est vraiment un espace privé pour eux, comme ça, où ils peuvent échanger leurs idées et commenter sur leurs recherches. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que comme je le disais au début, l'interopérabilité entre les silos d'images, les dépôts d'images est vraiment, vraiment importante. Ce qu'on a fait, en tout cas chez nous, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'est qu'on proposait des outils de réutilisation de nos images, en fait, qui isolaient vraiment nos utilisateurs et qui les cantonnaient dans notre site institutionnel. Alors que bien sûr, quand on fait de la recherche, hein, on veut avoir une vue d'horizon du sujet de recherche. Donc c'était vraiment contre-productif. Et on sait vraiment que, encore une fois, que nos chercheurs ne sont pas toujours des informaticiens. PowerPoint, c'est pratiquement la seule chose qu'ils peuvent faire, et c'est bien. Et bien sûr, ils veulent continuer à collaborer avec leurs collègues internationaux. Et ici, ça m'amène à une réflexion sur le rôle de nos sites institutionnels. Je crois qu'on passe beaucoup de temps à penser à ces sites. Et en fait, si on passait autant d'énergie et de temps à vraiment bien gérer nos données, et quand je pense aux données, je pense aux métadonnées et aussi aux images, ça serait pas mal non plus. Hein. Encore une fois, le Yale Center est plutôt un musée de taille moyenne, voire petite. Hein. Qui en a déjà entendu parler, right? Donc, partager nos données, partager nos images, c'est à l'extérieur de notre site internet, c'est vraiment, vraiment critique pour nous. Ce n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ici, je cite un de mes collègues américains qui disait ça en 2011. Et on commence à vraiment voir une espèce de changement comme ça aux États-Unis, d'après mon expérience, sur le rôle des sites internet de ces musées, qui maintenant commencent à comprendre que leurs données doivent être portables. Donc comment est-ce qu'on met en application ce genre de réflexion? Ici, c'est donc la page d'accueil en fait de notre collection, notre catalogue de collections en ligne. La seule chose que je voudrais vous montrer ici, c'est que c'est
la page où toutes les collections du musée peuvent être cherchées en même temps. Je ne sais pas si ça arrive chez vous, mais les objets dans les départements de peinture et d'art graphique sont gérés dans une base de données différente que les ressources à la bibliothèque. Et donc, faire ça, c'était proposer un moteur de recherche qui combine les deux était vraiment compliqué. Je vais passer assez vite, j'ai plus que 5 minutes, donc je vais passer assez vite sur ça. Juste pour vous mentionner qu'une façon de faire ça, une stratégie pour bien partager nos données en ligne, c'est d'utiliser des standards, des protocoles d'échange comme OAI et Lido. C'est ce qui nous a permis, en fait, d'être le musée en 2011 qui a partagé le plus de notices d'œuvres avec Google, de Google Art Project. À l'époque, on a donc partagé 5000 œuvres avec eux, 5000 fiches. Ce qui était intéressant avec Google, bien sûr, ça a été un coût de marketing incroyable. Ça nous a aussi donné des retours dans le sens où Google a commencé à jouer avec nos données un petit peu plus et tout à coup proposait de chercher nos œuvres par couleur. Voilà. Pourquoi pas, je trouve ça très bien. En ce moment, on travaille beaucoup sur le web sémantique au musée, et notamment sur une ontologie qui permet de présenter nos données en code RDF. C'est une ontologie qui s'appelle CRM, Conceptual Reference Model, qui a été créée par plusieurs institutions qui font partie du CIDOC. Et le CIDOC, c'est le Comité international de documentation des musées, qui fait partie de l'ICOM. Et ça, je pense que ça vous dit quelque chose. Et vraiment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le CRM? C'est vraiment quelque chose qui permet de chercher non seulement sur la description des œuvres, mais de chercher sur les relations que ces œuvres entretiennent avec d'autres œuvres, avec des personnes, avec des événements et avec des événements. On sait tous que nos œuvres, ce sont vraiment des créatures sociales. Elles ont des vies avant d'arriver chez nous. Et donc le CRM est vraiment un outil pour vraiment révéler en fait la richesse des œuvres de ces œuvres. Et je vais passer là-dessus très très vite. C'est vraiment une initiative que je vous encourage vivement à participer, à laquelle à participer. La motivation pour le CRM, en fait, c'était une grosse frustration avec Google. Là, j'ai posé une question à Google en lui demandant quels sont les artistes influencés par Benjamin West. Bon, j'ai 15 millions et plus de résultats, mais il n'y en a vraiment aucune qui répond à ma question. Hein. C'est vraiment... Google regarde seulement des mots-clés dans tous les sens, donc ce n'est pas très, très intéressant. Le CRM donc s'exprime en format RDF, et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques non plus ici, mais je voudrais conclure en disant que la façon dont on partage nos données en ligne est vraiment, vraiment importante. Et je vous encourage vivement à sélectionner des technologies qui permettent l'interconnexion, l'interopérabilité des données et des images. À l'heure d'aujourd'hui où beaucoup de recherche se fait en ligne, la qualité de cette recherche dépend vraiment de la qualité des données et des images que nous mettons en ligne, que vous mettez en ligne. Donc c'est vraiment, ici, là, je veux vraiment prendre une minute pour... c'est un appel, en fait, hein, à penser comment participer à cette meilleure... ce meilleur réseau d'informations pour le patrimoine culturel.
un des grands penseurs derrière le web sémantique, hein, qui est Dominic Allman du musée britannique, British Museum, donc, ne l'appelle pas moins qu'une révolution. Et je suis bien d'accord, hein, c'est vraiment penser aux données de nos institutions d'une façon complètement différente. Encore une fois, il faut qu'elles soient portables, il faut qu'elles soient possibles de se connecter avec les données d'autres musées. Je voudrais juste faire allusion à 2-3 projets américains qui utilisent ces technologies. La première, c'est l'American Art Collaborative, qui est vraiment un consortium de 14 musées, en fait 13 musées et une archive, qui utilisent le CRM, donc le CIDOC CRM, pour permettre de créer un moteur de recherche qui va chercher sur ces 14 institutions. Ça, ce sont les données derrière ce moteur de recherche. Et tout de suite, on peut voir que c'est vraiment des données qui sont structurées de façon complètement différente, hein. Elles ne sont pas coincées dans des schémas Excel ou quoi que ce soit. On commence à voir, avec le RDF, qu'on parle de réseau de connaissances, hein. Je peux dire une histoire en suivant un chemin A ou un autre chemin. C'est vraiment des données qui sont beaucoup plus malléables. Ce genre de projet donne également naissance à des outils de recherche très innovants, parce que maintenant, le corpus des données pour l'AAC, pour ces 14 institutions, est tellement gigantesque qu'on ne sait pas vraiment quelles vont être les réponses à toutes les questions qui vont être posées. Et ça, c'est vraiment un problème pour les moteurs de recherche. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on propose aux utilisateurs de s'y retrouver là-dedans? Donc ça, c'est une proposition, hein, où en fait, on montre ce qu'on connaît, on montre plusieurs choses, on montre les thèmes en commun entre deux institutions, les dimensions en commun, les couleurs en commun, etc. Une autre initiative américaine qui s'appelle Pharos utilise également le web sémantique et le CRM ontologie, donc encore 14 institutions. 14 a l'air d'être le chiffre clé pour les Américains. C'est une initiative notamment de la Frick Collection à New York, mais donc le but du jeu, c'est de pouvoir rechercher les annotations que les chercheurs ont marquées au dos de ces cartons d'archives au fur et à mesure des âges. Pharos également va utiliser le IIIF. Il me semble que... oui, c'est ça, je voulais parler de l'INA. Donc, il y a un partenaire français qui fait partie, et c'est l'Institut national d'histoire de l'art. Un autre projet de collaboration américain. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les initiatives porteuses, en fait, se font beaucoup en collaboration maintenant. Nous, le musée, le Yale Central British Art, quand on a lancé notre moteur de recherche Linkdata pour le web sémantique, on était tout seul. C'était vraiment pas très drôle. Et en effet, c'est vraiment... on se retrouve maintenant dans une phase où collaborer est vraiment devenu le mot-clé, hein. Et mettre tout en œuvre pour permettre à nos utilisateurs de naviguer d'une collection à une autre, c'est vraiment critique. Encore une fois, ça parle vraiment de la qualité de production de la recherche qui va être faite par rapport à ça. Voilà. Merci. Merci Emmanuel pour cette très riche présentation, avec énormément de conseils, d'informations. On va mettre évidemment la présentation en ligne
si tu nous autorises. Bien sûr. Puisqu'il y a beaucoup de liens aussi où on peut du coup approfondir les différents sujets que tu as évoqués. On va pas avoir le temps de prendre de questions. Parce que je pense que tout le monde a un peu faim, ou alors on va en prendre une. Ça va être difficile. Hein. Ah, Arnaud a été hyper réactif. C'est Arnaud, hein. Ah zut. Alors, Roy, non, pardon, qui avait une question? Alors, Constance, ok. Alors, réponse super synthétique, et vous pourrez après tous venir voir Emmanuel pendant le déjeuner. Pour ça, elle ne va pas pouvoir déjeuner. Constance. Oui, bonjour, je vais essayer d'être courte. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, un témoignage sur un exemple similaire. La collection André Breton est en ligne depuis 2005 avec des métadonnées interopérables depuis 2008 et en RDF depuis 2014. Il y a à ce jour 150 000 images, 7 000 notices d'œuvres et on en attend plusieurs milliers d'ici quelques temps. Le seul problème, c'est que je suis toute seule à gérer cette collection. C'est une association, donc on a besoin de participation en ligne. Les images sont diffusables à l'envi. Depuis l'ouverture du site à tous les publics en 2008, les expositions dans le monde sont passées de 10 à 20 à 25. Donc ça aussi, c'est important pour les musées. Les demandes d'images, tout n'est pas dans le domaine public, donc on ne peut pas les donner. Les demandes d'images sont en augmentation. On est passé, je suis en train de faire les comptes pour 2016. On est à 50 demandes pour 2016. On était à 16 les années précédentes. Voilà. C'est juste un témoignage de plus. Donc c'est l'atelier André Breton. andrebreton.fr. Pour ceux qui n'auraient pas entendu tout à l'heure. Et si vous voulez contribuer aux notices, tout est en wiki et en commentaire possible, donc n'hésitez pas. Une suggestion, très rapidement, serait de parler avec vos collègues du Centre Pompidou qui travaillent sur un projet. Oui, on travaille ensemble, on a un partenariat ensemble. Merci. Ouais. Dernière question, je crois que Arnaud avait levé la main. Bonjour, Arnaud Morand, Centre Pompidou. Voilà. Merci pour cette présentation. Vous avez présenté tous les avantages de l'open content en termes de diffusion des collections, être à l'écoute des utilisateurs et utilisation créative et pourquoi pas créer de la valeur à l'extérieur des organisations, certes. Mais force est quand même de constater aujourd'hui en France que la plupart des grands établissements culturels sont plutôt sur des tendances de contrôle et pas d'ouverture complète. Aujourd'hui en France, on a lancé des initiatives comme Images d'Art ou d'autres, c'est très bien, mais on n'est pas sur de la haute def, on est sur des vignettes, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ça? Rien du tout. Des développeurs qui veulent faire une app sur la base d'images en besoin de haute définition, on les a pas, et on fait un peu de rétention et pas d'ouverture. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à des institutions qui ont peur de faire le changement parce qu'elles ont un modèle économique basé sur la vente d'images, elles font de l'argent là-dessus, et comment en fait on change de paradigme, parce que beaucoup de dirigeants aujourd'hui ont peur de franchir ce pas en France et de faire l'ouverture et en fait de faire quelque chose qui soit à l'écoute des utilisateurs, des usages du web, et on est un peu en arrière et en retrait par rapport à des gens comme vous. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, on se trouve dans une situation maintenant où il y a en fait deux discours qui arrivent au même moment, c'est-à-dire que des institutions vont dire on veut plus d'utilisateurs, on veut plus de gens qui viennent dans nos murs, bien sûr, mais de l'autre côté, ils vont contrôler et restreindre en fait l'accès à ces ressources numériques. Hein. Donc, c'est un petit peu contre-productif, un petit peu, c'est un petit peu bizarre, on va dire. Ma réponse, c'est que dans l'ère numérique que l'on vit et qui va s'accélérer très très vite, les institutions culturelles qui ne font pas partie de la discussion globale qui se passe sur le réseau, elles vont cesser d'être pertinentes. C'est clair. On va commencer à voir des institutions culturelles complètement disparaître de la discussion. Enfin, je veux dire, on a déjà commencé à voir ça. Hein. Donc il y a ça. Je pense qu'aussi au niveau, il faut penser au niveau subvention, en fait, financement de projets. Donc ramener cette discussion en interne et vraiment proposer, se positionner en tant que
avec cette pertinence en fait des connaissances et du savoir de chaque institution, ça devrait être quelque chose qui parle au management, hein, parce qu'après tout, c'est ça la proposition du musée, c'est vraiment de partager leur collection, leurs connaissances avec le plus grand nombre. L'autre point de pression, en fait, j'allais dire, c'est vraiment de discuter avec ces institutions qui proposent des subventions de financement, etc., et de leur dire, s'il vous plaît, attachez des conditions à vos financements. Ça se passe en ce moment aux États-Unis. Les IMLS, c'est une grosse institution gouvernementale qui propose beaucoup de sous aux musées et aux bibliothèques aux États-Unis, commence maintenant à dire, si on vous donne de l'argent pour numériser vos collections, vous devez les mettre en ligne gratuitement. Sinon, si vous demandez à vos utilisateurs de vous payer, ça veut dire que la numérisation est payée 2 fois. C'est un petit peu... Oui, surtout qu'on parle du domaine public, en fait. Il ne faut pas l'oublier. Complètement. On va pas. L'objet n'était pas de rouvrir un débat ou une discussion sur le sujet, mais effectivement, on est tous conscients des différences de culture aussi entre la France et les pays de droit américain qui n'ont pas le même contexte juridique par rapport notamment à l'usage des photographies et sur l'open content. Un tout petit peu, il y a des petites différences. Emmanuel, je vous remercie de votre contribution et vous restez déjeuner avec nous. Hein. Vous mettez à l'entrée, comme ça les questions vont venir. Bon, je voulais juste je vais vous libérer tout de suite pour justement aller déjeuner. Alors, je vous rappelle premièrement qu'il faut absolument que vous ayez votre badge pour rentrer dans l'espace déjeuner. Autrement, tous les visiteurs de la Cité des Sciences vont venir déjeuner avec nous. Ça va être un peu difficile à gérer. Nous avons installé des portants à l'entrée de l'espace déjeuner, mais qui ne seront pas surveillés, mais ce qui vous permet quand même de partir avec vos manteaux. Mais les portants seront dans l'espace qui nous est réservé à nous, les 310 personnes qui sont dans cette salle maintenant. Vous allez pouvoir manger, boire et tester, puisqu'on vous a sélectionné 10 expériences ou 10 outils particulièrement innovants. Vous allez découvrir des choses qui n'ont jamais été présentées en public jusqu'à maintenant. Je vous laisse les découvrir. On se retrouve à 14h, entre 14h35 et 14h40 pour la remise des prix du 3e prix patrimoine et innovation. Et que dire de plus? Oui, et je voulais m'excuser. Cet après-midi, évidemment, sur les écrans du côté, vous aurez ce qui est projeté au milieu. Et je m'excuse vraiment beaucoup pour les personnes qui ont été sur le côté ce matin et qui n'ont pas pu lire les slides. Mais toutes les slides seront sur le site du CLIC dès lundi ou mardi, déjà pour que vous puissiez les récupérer et les utiliser en PDF. Je vous souhaite un très bon déjeuner. À tout à l'heure.